musée qui a été fondé par des artistes et qui est autogéré, un lieu indépendant qui à l'origine n'avait pas d'appui, de soutien financier de l'État. C'était localisé dans une sorte de garage. Ici, c'est la photographie. Ici, c'est une photographie du tout premier lieu. C'est pas le lieu que j'ai visité parce qu'en fait, le musée a changé d'emplacement pas mal de fois pendant son existence. Mais ça, la photographie ici, c'est le tout premier lieu. Quand j'ai visité le musée, c'était localisé dans une sorte de garage. Il y avait une ambiance un peu de subculture ou même de contre-culture. Il n'y avait pas de fenêtres et pas de lumière directe et les œuvres exposées étaient présentées d'une manière un peu improvisée. Il n'y avait pas de socle et pas de cadre. Tout avait l'air un peu improvisé, intimiste. Lors de ma première visite, j'ai acheté des catalogues et des catalogues d'exposition. J'ai décidé finalement de retourner pour me renseigner davantage sur l'histoire de ce lieu, sur la scène artistique islandaise globalement. J'ai contacté le musée, j'ai pris rendez-vous et je me suis donc rendue à Reykjavik encore une fois. Mais cette fois-ci, le lieu avait changé d'emplacement. C'était dans un immeuble assez impressionnant au bord de l'eau, avec de très très grands espaces vastes et très chics. Il y avait vraiment une autre ambiance. Et au rez-de-chaussée, il y a un restaurant très très chic. La chef, c'est la sœur de Olafur Eliasson, l'artiste islandais très connu. Quand j'ai commencé à fouiller dans les boîtes d'archivage, j'ai eu encore une surprise. La directrice du musée, elle m'avait indiqué que ce serait intéressant pour moi de regarder dans ce qui s'appelle Archives of Artist-Run Initiatives. J'ai été frappée quand j'ai commencé à ouvrir les cartons. J'ai été frappée par la présence de listes de diffusion notamment des années 60 et 70, qui affichaient des noms et des adresses d'artistes très connus, des musiciens et artistes tels que Yoko Ono, Philip Glass, Vito Acconci, Emmett Williams, Merce Cunningham, Dennis Oppenheim, Steve Reich. J'étais un peu surprise parce que, à mon souvenir, je n'avais jamais croisé des noms, ou en tout cas très rarement, des noms d'artistes ou de œuvres islandais dans des livres ou expositions de cette époque. La scène islandaise se distingue, en tout cas à cette époque, se distingue par son absence quasi totale dans les récits officiaux. Et pourtant, j'avais ici sous mes yeux des preuves d'un contact conséquent entre la scène islandaise et la scène avant-garde en Europe et aux États-Unis. Et en plus, les noms de ces artistes qui figuraient dans les listes de diffusion figuraient aussi dans des cartes d'invitation pour des expositions, sur des affiches, dans des catalogues, etc. Il semble donc exister un lien entre la scène islandaise et la scène internationale qui était peu explorée. Je suis retournée à Nilo une troisième fois l'année dernière pour examiner encore plus profondément cette histoire, cette fois-ci dans le cadre du projet que je menais avec le soutien à la recherche et à la création de l'Institut pour la photographie. Quand j'ai postulé pour avoir une bourse en
automne 2018, il fallait répondre à une thématique à la fois très spécifique et en même temps très ouverte. C'était celle de la dissémination. Je me suis dit que ce serait l'occasion d'examiner un peu plus, de m'investir dans l'investigation des rapports entre la scène artistique islandaise et le milieu avant-garde à l'étranger. Lors de ma visite dans les archives, je vais trouver un grand nombre de lettres, de cartes postales, d'affiches, livrets, catalogues, des petits imprimés en format léger, et j'avais la conviction que cette documentation pouvait m'offrir la clé de comprendre et déchiffrer ces liens. J'ai donc proposé un projet qui visait à examiner les échanges épistolaires entre la scène artistique islandaise et le milieu avant-garde international, et notamment le rôle qu'avait joué la photographie et la documentation photographique dans ce contexte. Mon projet visait donc à examiner des rapports structurels et des méthodologies plutôt que des œuvres spécifiques. J'avais déliminé mon champ de recherche aux années 60 et 70 parce que j'avais l'impression que les échanges s'étaient quelque peu estampés dès le début des années 80. La force motrice dans la transformation et l'internationalisation de la scène artistique islandaise, qui jusque-là avait été un peu isolée et un peu introvertie, peu accessible à de nouvelles tendances venant de l'étranger. C'était le milieu expérimental et tous les nouveaux lieux autogérés et indépendants, fondés par des artistes. C'était des lieux où les lieux les plus importants, c'était Zoom, qu'on a sur la première photographie ici. C'était des lieux qui avaient peu de moyens, qui étaient fondés par des artistes qui n'avaient pas beaucoup de soutien, ni de l'État, ni de la municipalité. Zoom a été fondé en 65 et au départ c'était une association artistique qui organisait des expositions dans des lieux différents, des cafés, des lieux un peu... toutes sortes de lieux. Et à partir de 69, les artistes ou cette association d'artistes, ils ont ouvert leur propre lieu d'exposition. Et c'est le lieu qu'on voit ici sur la photographie. Un autre lieu important, c'est la galerie Suðurgata 7. Suðurgata, ça veut juste dire la rue du Sud. En fait, c'était une rue à Reykjavik et la galerie était localisée au numéro 7. Ça a été fondé en 77 et finalement, il y a le lieu Nilo que je vous ai déjà introduit, qui a joué un rôle magistral dans la collection et préservation de documentation autour de la scène artistique à cette époque, et qui donc existe encore aujourd'hui. Ça a été fondé en 78. La Galerie nationale Reykjavik, c'était une institution très jeune, et elle s'est montrée très réticente par rapport à la scène expérimentale. Elle n'a pas collectionné, pas exposé. C'était d'ailleurs le cas dans plein d'autres endroits, que les musées étaient un peu... ils ont hésité un peu à adapter ou à commencer à exposer ces nouvelles tendances.
C'était donc les plateformes indépendantes à Reykjavik qui ont assuré l'introduction de nouvelles pratiques artistiques expérimentales au public islandais, ainsi que la collection et la préservation d'œuvres. Et les plateformes indépendantes, c'était des structures collectives. Et une bonne partie des artistes qui ont contribué à la création de ces lieux, ils séjournaient ou vivaient à l'étranger, notamment aux Pays-Bas. Dès le début des années 60, un nombre important, un nombre d'artistes, de jeunes artistes islandais se sont installés à Amsterdam. Comme d'ailleurs beaucoup d'artistes anglais et américains. Il y a eu une exposition au MoMA, au musée MoMA à New York en 2009 qui parle de ce lien entre ou du milieu artistique à Amsterdam à cette époque. Mais il n'y avait pas d'artistes islandais dans l'exposition. Les artistes islandais ont été omis du contexte de l'exposition. Les artistes anglais, américains qui séjournaient à Amsterdam à l'époque, c'était des artistes tels que Gilbert and George, Sir Lewitt, Lawrence Weiner, etc. Amsterdam, à cette époque, était une ville artistique très vivante, avec une scène alternative indépendante très développée et des institutions artistiques très progressives. Parmi ces institutions, il y avait notamment le musée Stedelijk, qui réalisait des expositions expérimentales et innovatrices, non seulement par leur contenu, mais aussi par leur forme. Une exposition qui est devenue iconique, c'est l'exposition Oplose Schroven, Situations and Cryptostructures, qui a été présentée en 1969 et qui a été organisée par le commissaire d'exposition Wim Beeren, qui est plus tard devenu le directeur du musée. Cette exposition présentait des nouveaux courants artistiques des années 60. Ici, on voit quelques vues d'exposition. C'était le land art, l'art de povera, l'art conceptuel et l'art post-minimal. À travers des œuvres d'artistes tels que Giovanni Anselmo, Joseph Beuys, Jan Dibbets, Joseph Kossutz, Yanis Kounelis, Mario Merz, Robert Morris, etc. Elle mettait également en scène des performances et interventions conceptuelles réalisées en dehors des confins du musée. Des œuvres qui reflétaient une critique des institutions et des circuits d'art conventionnels. Il ne faut pas sous-estimer l'impact que ce genre d'exposition a eu sur le milieu artistique à Reykjavik et sur les artistes islandais qui séjournaient à Amsterdam à cette époque. C'était parmi d'autres des artistes tels que Rein Friedfinnsson, Olaf Olaruson, Ruri et les frères Sigurður et Christian Gudmundsson. J'ai évoqué tout à l'heure que mon projet portait sur des méthodes, des aspects structurels et méthodiques, plutôt que sur des œuvres spécifiques, mais je vais quand même juste vous montrer quelques photographies d'œuvres, juste pour vous donner une impression de la création artistique à cette époque, des œuvres d'artistes hollandais et islandais.
et américain, juste pour vous donner quelques images. La première photographie, c'est un artiste hollandais, Jan Dibbets, et son œuvre Perspective Correctus, qui date de la fin des années 60. Jan Dibbets, il était connu pour sa photographie conceptuelle et son mail art. Ici, c'est un motif qu'il a une sorte de mise en scène dans un environnement naturel, un jardin. Et il a installé une sorte de figure géométrique avec des fils. Et on voit que les lignes, les bords de son rectangle créent une sorte de... c'est comme des lignes de fuite. Qui faisait pas, c'était les lignes de fuite, c'est ce qui indique dans les compositions classiques la perspective qui donne un sens de l'espace dans le motif. L'artiste islandais Sigurður Guðmundsson, il a fait pas mal d'œuvres aussi, de photographies conceptuelles où il se trouve dans la nature. Et grâce avec son corps, il fait des gestes ou des actes où son corps va créer des figures, en fait, des rectangles, des triangles, différents types de figures. Et je trouve que c'est un peu dans le même esprit de ce que faisait Jan Dibbets. Dans l'œuvre ici, c'est le même artiste, Sigurður Guðmundsson, A Project for the Wind. C'est à la base un peu le même principe. Il fait une figure directement dans la nature avec son corps, mais cette fois-ci, c'est dirigé par le vent. C'est la direction du vent. Il s'est placé, il explique un peu le concept aussi dans le texte. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, il s'est placé d'une sorte qu'il avait toujours le vent dans le dos. Il a réalisé le projet. Il a mis plusieurs jours à réaliser le projet. Et il s'est positionné d'une manière où il avait toujours le vent dans le dos. Et c'est ce qui a... Et ensuite, il a posé des petites pierres. Et c'est ce qui a déterminé la forme de cette figure qu'il a fait. Ici, il y a un autre artiste hollandais que vous connaissez peut-être, Sebastian Hader, qui a beaucoup travaillé avec des chutes dans ses œuvres. Il a réalisé une suite d'œuvres où il fait des chutes, où il tombe d'un toit, du toit d'une maison. Et ici, il fait du vélo. Il vient en vélo, il longe un canal à Amsterdam. Et il se dirige directement dans l'eau. Tout d'un coup, il tombe avec son vélo et tout dans l'eau. Ici, c'est un artiste islandais, Friðrik Thor Friðriksson, qui a fait une œuvre qui s'appelle Falling in Love. Je n'ai pas l'année de création exacte, mais en tout cas, la photographie ici elle vient d'un catalogue d'exposition qui date du début des années 70. Et ça veut dire que c'est de toute façon la même époque. Ça, c'est le même artiste. Je ne sais pas si vous voyez l'artiste, mais en tout cas, il est allongé sur une sorte de rampe qui va directement dans l'eau. Et il y a cette sensation de quelque chose qui est inévitable, ou pas une chute directe, mais en tout cas quelque chose de s'abandonner d'une certaine manière. Ici, c'est aussi un artiste islandais qui vivait à Amsterdam, Olafur Lárusson.
qui a réalisé une série de photographies où il roule en fait dans la nature. C'est une sorte de pente dans un paysage désert, comme il y en a beaucoup en Islande. Et il roule et ça fait une sorte un processus dans cette série de photographies. Le concept du processus à cette époque dans les créations artistiques était très, très important. Et un truc qui caractérise une bonne partie de la production, c'est aussi que les œuvres ont été réalisées collectivement. Ici, c'est l'artiste. Il y a évidemment au moins un photographe qui lui prend une photographie pendant qu'il fait ses gestes et mouvements. Oui. Il y a aussi Richard Serra qui a fait cette œuvre Hand-Lead Fulcrum. C'est encore une fois cette idée d'un geste. En fait, c'est une petite vidéo où il déplace la main. Sa main commence au début du petit film. Sa main est positionnée dans le coin de l'écran tout en haut. Et durant le film, il va baisser sa main. Oui. Et ça, c'est une œuvre de Rein Friis-Finson où on a aussi l'impression qu'on a deux photographies, mais il a inversé d'une certaine manière. Les deux, c'est ces deux photographies qui font un ensemble. Elles sont toujours présentées ensemble et c'est une œuvre en soi. Et le motif a d'une certaine manière été inversé, où d'abord on voit l'herbe. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce genre de dispositif pour... c'est un miroir en fait qui a été inversé et qui fait que d'abord on voit le ciel et ensuite on voit l'herbe ou la pelouse. Et ça veut dire qu'on a cette sensation d'un mouvement, la main qui s'est inversée. Et une dernière œuvre de Friis-Finson, c'est cette œuvre House Project qui a été réalisée dans un emplacement loin de tout. Et il n'a jamais révélé l'emplacement exact parce qu'il ne voulait surtout pas que ça devienne un objet de pèlerinage. Ça faisait partie du concept que c'était un peu secret, un peu mythique, cette œuvre qui était là quelque part, mais personne ne savait où exactement. Il y a des gens apparemment qui ont croisé la maison un peu par hasard, mais oui, mais en tout cas, il n'a jamais donné les coordonnées de l'emplacement. Et c'est une petite structure, comme une petite cabane qu'il a réalisée avec un groupe d'amis artistes. Et il a dit d'ailleurs que pour lui, c'était le processus de création qui était l'important. Pour lui, la petite cabane n'existait plus à partir du moment où il avait abandonné, parce qu'il a abandonné en fait, il a laissé, il a abandonné et le vent et le temps parfois un peu rude en Islande l'a détruit avec le temps. C'est un projet artistique qui m'a rappelé le projet de Robert Smithson, pas esthétiquement, mais en tout cas c'est l'idée de créer une œuvre loin de tout, une œuvre qui devient un peu une sorte de mythe que très peu de personnes ont vu en vrai, et
qui existe comme documentation, en tant que documentation pour la plupart des gens. Oui, ça c'était les artistes que je viens d'introduire, c'était les artistes les plus connus de la scène artistique islandaise et depuis leur exil artistique à Amsterdam, il constitue un lien très important entre la scène artistique islandaise et le milieu international. Mais même s'il vivait à l'étranger, il gardait toujours un lien très étroit avec la scène artistique islandaise. Ils collaboraient à la fois, ou ils ont contribué à la fois à la création de lieux artistiques ou de lieux indépendants à Amsterdam, et en même temps ils ont participé dans la création et la gérance de lieux à Reykjavik. Et ça veut dire qu'ils ont aussi contribué à introduire de nouvelles tendances artistiques à Reykjavik. Plusieurs de ces artistes ont commencé à exposer très tôt à Amsterdam, même à Stedelijk. Et en même temps, les artistes les artistes hollandais ont fait leur entrée sur la scène artistique à Reykjavik, grâce aux contacts et aux amitiés qui se sont liées à Amsterdam entre les artistes. Mais à part le lien avec la scène artistique à Amsterdam, une autre personne qui a été très importante pour cette internationalisation et cet établissement d'un réseau, c'était l'artiste suisse Dieter Roth. Il était marié avec une Islandaise et il s'est installé à Reykjavik en 1957 avec sa femme et sa famille. Et même s'il était loin du milieu artistique sur le continent, il a continué à exposer, à présenter ses œuvres dans des expositions, dans des galeries, des structures à l'étranger, grâce à ses amis qui ont aidé à promouvoir et à présenter son travail à des galeristes, etc. Et parfois, ses amis ont même réalisé des œuvres pour lui selon ses instructions. Les amis de Dieter Roth comptaient parmi d'autres des artistes du mouvement avant-garde Fluxus, des artistes comme Daniel Spurrier, Robert Fillou, Georges Brecht et Joseph Beuys. Fluxus, c'était un mouvement interdisciplinaire international des années 60 et 70. Les artistes du mouvement étaient dispersés partout dans le monde. Ils avaient des démarches artistiques très protéiformes. Ils mélangeaient musique, performance, installation, photographie, etc. Mais ils étaient liés par un esprit commun. Pour eux, il n'y avait pas de séparation entre art et vie. Et ils rejetaient tout. Ils rejetaient le circuit artistique conventionnel qui pour eux avait été capitaliste et compétitif. Ils voyaient les institutions établies comme des lieux morts. Pour eux, c'était beaucoup plus intéressant de réaliser des projets dans l'espace public, dans la rue, ce genre d'endroit.
À la place du circuit artistique conventionnel, il nourrissait une dynamique collective et solidaire qui mettait au centre les échanges et la création participative. Ils complétaient les œuvres l'un de l'autre et faisaient circuler non seulement leur propre œuvre, mais aussi les œuvres de leurs confrères, de leurs amis. Et leurs œuvres avaient souvent la forme de cartes postales, etc., des objets qui étaient faciles à circuler. Et cette frontière entre œuvre originelle et reproduction n'existait plus dans l'optique de ces artistes. Rode, il faisait l'affiche pour la première exposition de l'association SUM en 1960. L'exposition, c'était un événement presque entièrement islandais. Rode était le seul artiste étranger. Et en fait, il n'a pas vraiment participé dans l'exposition parce qu'il n'a pas exposé des œuvres dans l'exposition. Il faisait uniquement cette affiche. Par contre, l'affiche a eu une grande importance dans les dynamiques sur la scène artistique à l'époque. L'affiche était en noir et blanc et pliable. On voit les deux côtés sur la photographie ici. Et elle fut envoyée à tous les réseaux de Dieter Rode, tout son réseau international, et a suscité pas mal d'intérêt parmi les récipients à l'étranger. Selon un des artistes qui était engagé dans SUM, il recevait un nombre incroyable de retours, d'appels et de lettres, etc., par des gens qui voulaient savoir plus, qui voulaient faire des expositions, etc. Et d'une certaine manière, l'exposition, on peut dire qu'il a prolongé l'espace de l'exposition en dehors des confins de l'exposition physique. L'affiche de Dieter Rode, ça a créé, ici c'est la lettre qu'ils ont envoyée avec l'affiche, avec tous les contacts de Dieter Rode, juste une petite lettre qui explique, qui introduit le lieu. L'affiche de Dieter Rode, ça a créé un précédent. Les artistes de SUM et plus tard des autres lieux indépendants, ils ont pris l'habitude de faire des petites imprimés de communication autour de tous leurs événements, les expositions, les conférences, les projections de films, les concerts, les lectures, etc. Toujours avec plein de photographies, des photographies de documentation, et toujours dans un format qui était facile à expédier, à envoyer par la poste. Ici, c'est juste j'ai ramené quelques photographies pour vous montrer un peu. Ici, ce sont des affiches qui ont été faites. Encore une fois, des affiches pliables et avec documentation des œuvres. Ici, ce sont des cartes postales pour des expositions. Et juste un petit commentaire, c'est qu'il est intéressant de voir que les artistes se présentent toujours comme un collectif. Ils ne font jamais de la promotion pour un artiste spécifique, même s'il y avait des artistes islandais qui ont commencé à être un peu connus à l'étranger. On a vraiment l'impression que c'était un projet collectif et qu'il était solidaire. Un obstacle important dans mon projet, c'est que c'est difficile de savoir exactement ce qui a été envoyé à qui.
d'une certaine manière, on peut dire qu'on a à voir avec des archives à l'inverse, des archives disséminées, puisque une bonne partie de la documentation se trouve dispersée un peu partout. Mais on a quand même les listes de diffusion, on a des maquettes de ce qui a été envoyé, et parfois on a des lettres qui accompagnaient, qui ont été envoyées, ou des copies de lettres qui ont été envoyées avec cette documentation, où les artistes expliquent que voilà, on vous envoie la documentation d'une telle exposition. Ils introduisent le lieu et oui. Et on a aussi les retours, on a les réponses des artistes, des galeries, etc. Toutes les correspondances qui suivaient ces envois. Et on peut... oui, il y a probablement... Les correspondances ont eu plusieurs fonctions. Ça a déjà été de diffuser de l'information autour des événements et des démarches, des créations artistiques sur la scène artistique à Reykjavik. Mais ça a probablement aussi eu la fonction de maintenir le lien entre les artistes qui vivaient à Reykjavik et les artistes islandais qui vivaient à l'étranger. Parce qu'il y avait beaucoup d'artistes islandais qui se sont installés à l'étranger. Et avec cette documentation, il y avait quand même... les artistes pouvaient suivre les activités à Reykjavik. Les artistes, ici il y a, oui, c'était juste pour vous dire qu'avec le temps, il y avait de plus en plus de participants étrangers dans les expositions à Reykjavik, et les artistes islandais ont commencé à participer aussi dans de plus en plus d'expositions à l'étranger. Il y a des artistes islandais qui ont participé à la Biennale de Paris au début des années 70. Et il y a Sigurður et Christian Guðmundsson qui ont exposé à Stedelijk. Il y a un groupe d'artistes islandais qui ont exposé au musée Fóður, aussi à Amsterdam. Ici, ce sont je vous montre juste, ce sont des imprimés, des petits catalogues ou des petits livrets avec des visuels. Ici, il y a des œuvres aussi. Juste pour vous donner quelques images. Ça, c'est un petit livret qui a été fait par une exposition que le groupe autour de la galerie Suðurgata 7 a fait en Suède en 79. Et ça, c'est le catalogue ou le livret pour une exposition avec des artistes. Aussi le groupe d'artistes autour de Suðurgata 7, une artiste qui a eu lieu à Sona, c'était un lieu autogéré et indépendant à Florence en Italie. Et ici c'est pour l'exposition au musée Fóður. Pendant les préparatifs pour cette exposition à Fóður, les artistes ou une représentante des artistes islandais ou du groupe Zoom plus précisément, elle a envoyé une lettre à Pontus Hultén qui à l'époque était le directeur du musée Moderna Museet à Stockholm, pour lui proposer l'exposition ou une adaptation, une version adaptée de l'exposition qui allait être présentée au musée Fóður. Hultén, il n'a pas donné suite à cette lettre, pas dans un premier temps en tout cas.
Mais quelques années plus tard, il a été nommé le premier directeur du musée Pompidou à Paris. Et un de ses premiers gestes en tant que directeur du musée, c'était pas d'appeler, mais d'écrire aux artistes et pour leur proposer une exposition lors de l'ouverture du musée. L'exposition s'appelait Ça va, ça va, 4 constats islandais. Et les exposants, c'était Fritz Finnsson et les 2 frères Gudmundsson et Ben Svansson, qui vivaient à Düsseldorf. Au lieu de faire... au lieu de faire un grand catalogue pour tous les 4 artistes, on a fait 4 petits livrets. J'ai été dans les archives du Centre Pompidou pour me renseigner ou pour consulter la documentation autour de cette exposition. Et c'était les artistes eux-mêmes qui ont choisi de faire 4 petits livrets. Ça, c'est le premier, avec une ligne qui... c'est tout petit, ce catalogue, c'est juste 10 pages ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est le premier avec cette ligne rouge qui traverse les pages. Ça, c'est le deuxième avec des reproductions d'œuvres photographiques. Et le troisième aussi. Et le quatrième s'appelle Journey Book. Et c'est un livre avec des pages blanches. Et on peut, oui, ce que je voulais dire, c'est juste qu'on peut soupçonner que cette décision de faire ces 4 petits livrets au lieu d'un grand catalogue, que c'était une décision inspirée par les pratiques des lieux indépendants à Reykjavik. En tout cas, le format de ces petits livres, ça correspondait au format utilisé par les lieux indépendants à Reykjavik. Oui. Si mes recherches m'ont confirmé que les échanges épistolaires ont joué un rôle déterminant dans l'organisation du milieu expérimental et indépendant à Reykjavik à cette époque, elles sont également mis en évidence que le terme dissémination ne couvre pas suffisamment bien les pratiques employées par les artistes qui faisaient partie de cette scène. Le mot échange serait peut-être plus exact parce que les envois se faisaient dans les 2 sens et l'objectif était souvent déjà la communication tout court parce que c'était une scène qui avait été très isolée. Et les artistes ils avaient très envie de savoir ce qui se passait à l'étranger. Et un objectif, c'était aussi de recevoir des propositions d'exposition en retour pour pouvoir exposer des artistes étrangers à Reykjavik. La lettre ici fut expédiée au moment de l'ouverture de la galerie Suðurgata et les artistes, le collectif autour de la galerie expliquent dans la lettre que la galerie vient d'ouvrir et qu'elle a peu de moyens financiers pour les expositions et on invite donc les artistes étrangers à envoyer des propositions d'exposition où les œuvres sont en format petit, un format qui facilite l'expédition. Et ça peut aussi, ils disent que ça peut aussi être de la documentation ou même des œuvres, des propositions où les œuvres pourraient être réalisées sur place par les organisateurs. Et ça, c'est un passage qui est plutôt important parce que ça caractérise l'approche
qui était employé par le milieu artistique à cette époque à Reykjavik. On n'exposait pas uniquement des œuvres originelles, mais aussi bien la documentation d'œuvres in situ, des performances, des happenings, etc. Dans de nombreux cas, les artistes ne voyaient, les artistes étrangers qui exposaient à Reykjavik, ils ne voyaient jamais leurs propres expositions. Tout se faisait par la poste, en fait, par échange épistolaire. Un exemple c'est une exposition où il n'y avait pas de photographie en fait, mais c'est juste pour vous donner une idée du processus. C'est l'artiste anglais Robin Crozier qui a fait une exposition qui s'appelait Iceland Blue Show à Reykjavik, où il a demandé aux organisateurs à la galerie Suðurgata d'envoyer, il a envoyé une liste, une maquette, la maquette d'une lettre et une liste de diffusion. Il a demandé aux organisateurs d'envoyer cette lettre à toutes les personnes sur cette liste de diffusion. Et dans la lettre, il explique qu'il a été invité à exposer à Suðurgata, à Reykjavik, et qu'il invite il invite tout le monde à lui envoyer quelque chose de bleu, en fait, un objet bleu. Ça peut être n'importe quel objet, mais quelque chose de bleu. Et pas lui personnellement, mais envoyer ça à Suðurgata. Et puis ça va être exposé, ça va faire partie de l'exposition. Et ça, c'était très pratique, ce genre d'exposition pour Suðurgata, parce que ça voulait dire que tout d'un coup, ou tout de suite, ça faisait tout de suite la publicité autour du lieu et de ses activités. Tout d'un coup, il y avait encore des listes d'adresses à rajouter sur leur liste de diffusion. Et un petit détail marrant, c'est que, parce que comme tout se faisait par échange épistolaire, il y avait aussi plein d'échanges pratiques sur la mise en scène de l'exposition, la disposition des espaces, l'emplacement des œuvres et les invitations aussi. Et ici, il a fait une sorte d'ébauche en écriture bleue, à l'encre bleue. Et finalement, ils ont choisi d'imprimer ça comme l'invitation, en fait. L'invitation pour l'exposition. Ici, on voit j'ai ramené quelques photographies où on voit un peu à quoi les expositions dans les lieux indépendants ressemblaient. C'était souvent des mises en scène très simples avec des photographies de documentation et on avait rajouté quelques objets pour faire une petite mise en scène, faire des situations. Ici, je suis désolée, c'est un peu parce que j'ai pris ça d'un livre et ça veut dire une sorte de scrapbook et ça veut dire que c'est un peu dans les deux sens. Mais c'était juste pour vous montrer quelques vues d'exposition. Ici, c'est un artiste hollandais qui s'appelle Sef Peters. Ici, c'est l'artiste américaine Mary Beth Edelson, où on voit aussi... je ne vois pas trop ce qu'ils ont rajouté quelque chose ici. Une sorte de prolongation, une sorte d'ouverture qui mène vers la photographie. Mais c'était des objets en tout cas qui dialoguaient avec les œuvres exposées ou la documentation exposée.
les nouvelles pratiques d'exposition où on présentait des œuvres ou de la documentation en petit format ou format expédié. C'était très adapté aux collaborations avec des artistes des régimes autoritaires de l'Europe de l'Est qui vivaient et travaillaient sous des conditions ou sous des restrictions très sévères, qui étaient soumis à la censure et qui ne pouvaient pas voyager librement, etc. C'était des artistes comme le tchécoslovaque Peter Stembra, les deux Hongrois Gabor Atale et Endre Todt. Ces trois artistes présentaient tous les trois des expositions dans les lieux indépendants à Reykjavik. Et c'est un aspect très intéressant que ce lien avec les deux scènes artistiques un peu en marche d'une certaine manière, qui était un peu émarché du milieu artistique international. Et là, c'est Peter Stembra qui présentait de la documentation de performance. Oui, je vais m'arrêter ici, je pense. Et oui, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. C'est un peu soudain, peut-être le... Oui. Vous avez beaucoup parlé d'artistes. C'est mieux comme ça? En fait, vous l'entendez pas, mais ça s'entend dans le live. Ah, ça marche. Vous avez beaucoup parlé d'artistes islandais et bon, de Budapest et hollandais. Et est-ce que la scène danoise, pour le coup, est-ce que c'était un peu... Est-ce qu'il y avait beaucoup de ressemblances ou... J'ai pas eu l'impression. En fait, il y avait... c'est une question assez intéressante, en fait, parce qu'il y a... L'Islande a fait partie du Danemark jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il fait partie du royaume jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et ça veut dire qu'il y a une sorte de traumatisme par rapport aux Danois. Et ça veut dire que parce que je fais des interviews avec plusieurs artistes islandais qui m'ont dit que non, ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait à Copenhague et ils négligent un peu qu'il y avait un lien. Mais je pense que c'est peut-être en partie dû à... c'est une sorte de rejet. On ne peut pas admettre qu'il y a eu des inspirations, des influences. En tout cas, c'est intéressant de voir. Il y avait au début des années 70, on a fondé une école ou une section, un département pour l'art expérimental à l'Académie des Beaux-Arts Reykjavik pour justement enseigner ces nouvelles pratiques, les performances, les happenings, l'art conceptuel, etc. Toutes ces pratiques artistiques qui étaient basées sur le processus. Ça s'appelait The New Art Department. Et c'était un enseignement qui était très en lien avec la manière d'enseigner dans plein de villes en Europe. C'était à la suite, quelques années après les student revolts dans les universités, les révoltes dans les universités. Et oui.
Oui, et cette école, ou cette section dans l'Académie des Beaux-Arts à Reykjavik, c'était sûrement une sorte de... avec quelques années de retard, mais une sorte oui, on a repris quelques idées. En tout cas, il y avait à Copenhague une école qui s'appelait, une sorte d'école libre qui s'appelait l'école Ex-Skolen, qui était basée sur exactement les mêmes principes d'un enseignement très libre, très expérimental. Je vais ramener, je vais juste voir si je peux aller en arrière, parce que je vais ramener une photographie qui montre un peu l'enseignement de l'école à Reykjavik. C'était ici. C'était pas du tout un enseignement de classe. C'était un enseignement qui était très physique, très... Le premier directeur de cette section, il avait fait du théâtre en fait, et il était très orienté vers le côté physique. Il fallait s'exprimer de manière physique et libérer les idées. Ça passait par le corps, en fait. Il faisait beaucoup d'expérimentation, des projets dans la nature, en fait. Oui, pas juste du land art, mais vraiment des projets où il faisait des mises en scène ou des situations, ou des performances. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou